Et salut l'équipe, on se retrouve pour parler du dernier épisode du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Un épisode final qui devait remonter la pente après le précédent qui m'avait légèrement déçu, alors que le 6e était une véritable montée en puissance. Et vous allez voir que le résultat pour ce 8e et dernier épisode est pour ma part assez décevant sur certains plans, même si je dois le reconnaître, cet épisode a de très bonne qualité, mais de l'autre côté, certains détails m'ont pas mal dérangé. On avait eu une très grande montée en puissance avec le 6e épisode qui était concentré autour d'une grande bataille, le 7e qui traitait les conséquences de cette bataille, et enfin le 8e qui s'occupait plutôt d'ouvrir la saison sur la suite potentielle de cette série et répondre à beaucoup de questions qui étaient jusque-là sans réponse. Cette conclusion nous propose des personnages point de vue, en particulier ceux qui gravitent autour de l'étranger et des hobbits, l'autre partie qui se centrera plutôt sur les régions, et une troisième partie quasi insignifiante qui parlera quant à elle de Númenor. C'est d'ailleurs par elle que je vais commencer, parce que le cas de Númenor est assez vite expédié dans cet épisode. On nous montre la suite logique de ce qui s'était déroulé juste avant, ce que le retour à Númenor signifie, ce qu'il s'est même également passé en l'absence des personnages, et on va avoir quelques éléments de réponse assez sympathiques, notamment Éarienne, la fille d'Elendil, qui est donc la sœur d'Isildur et Anarion, qui va participer à une sorte de concours pour immortaliser la dernière phase du roi, et ça m'a fait pas mal penser un petit peu aux masques mortuaires dans certaines cultures et notamment les rites funéraires dans l'Antiquité. J'ai trouvé cela assez intéressant de montrer que à Númenor, on va essayer de représenter le roi entre guillemets quand il est encore vivant et par ce fait essayer de garder un bon souvenir de ce souverain. C'est d'ailleurs l'occasion d'admirer le trait d'Éarienne qui est très doué pour représenter le visage de son souverain, mais ça c'était avant que les intrigues ne la rattrapent et c'est d'ailleurs là où j'étais surpris parce que le roi retrouve un petit peu ses esprits même s'il pensait s'adresser à sa fille Myriel en lui disant de monter en haut pour voir ce qu'il se passe et notamment avec le Palantir, donc c'est l'occasion de voir que la fille d'Elendil a découvert cette pierre de vision. Peut-être que ça sera l'occasion plus tard de voir qu'elle a volé la pierre et qu'elle s'en sert pour avoir des visions et notamment certaines clairvoyances à ce niveau-là, ou à l'inverse, la pierre restera à sa position initiale, mais Éarienne va venir la toucher et c'est peut-être cela qui déclenchera certains événements très importants dans les prochaines saisons. Donc à surveiller, peut-être que Éarienne aura un rôle plus important dans le futur à ce niveau-là et que les artefacts qu'elle aura côtoyés dans cette pièce auront eux aussi leur importance. Alors que le navire de Myriel rentre à son port, tous les drapeaux sont en berne, la couleur noire signifie effectivement que c'est le deuil, et cela n'a pas manqué, le roi est décédé, donc là aussi je pense qu'il y aura une très grande incidence sur le futur devenir de l'île de Númenor du point de vue politique dans les prochaines saisons. Je ne vais pas trop en dire pour ne pas spoiler, mais je pense que vous avez très vite deviné que Pharazôn risque de tirer son épingle du jeu dans le futur, et j'aime beaucoup le fait que ce personnage prenne de plus en plus d'importance. En l'absence de la reine régente, c'est lui qui gouvernait de facto parce que le roi n'était pas en totale capacité pour pouvoir assumer sa fonction. C'était très rapide, mais ça permettait de faire le lien entre le départ de la Terre du Milieu et le retour à Númenor. Pas grand chose à dire à ce niveau-là, on verra pour les prochaines saisons si Númenor aura ou non son importance. Vient ensuite une grande partie de l'épisode consacrée à l'étranger et les réponses entourant toutes les prêtresses et le mythe qui se cache derrière cette magie, et j'ai beaucoup apprécié le fait que les prêtresses jouent avec l'étranger en se faisant passer pour un hobbit, donc elles ont déjà cette faculté de pouvoir se transformer en n'importe quoi, et en plus elles ont de la magie du feu, donc il semblerait qu'elles soient véritablement maléfiques, et elles vont rendre hommage à l'étranger en disant que c'est Sauron, le seigneur des ténèbres, et c'était très bien vu de jouer sur cet aspect-là pour montrer que ce sont des envoyés du seigneur du mal ou bien d'une autre entité démoniaque. Pour l'instant on n'en sait rien, et c'est vrai que malheureusement, ou peut-être heureusement, l'épisode n'apportera pas totalement des réponses à ce sujet, mais en tout cas il va nous donner des éléments en nous disant notamment que les prêtresses vont lui indiquer qu'il doit aller à Rhûn, une terre située au nord-est du continent de la Terre du Milieu, et j'en ai d'ailleurs beaucoup parlé dans une vidéo que je vous invite à aller consulter si ce n'est pas déjà fait, mais en tout cas c'était pas mal parce que c'est vrai que ce territoire est assez mystique, il y a peut-être un côté un peu guerrier qui ressort avec les orientaux, mais dans les livres on sait aussi qu'il y a pas mal de magie qui vient de là. Le chef en seconde est Nazgûl, qui s'appelle Khamûl, et bien il provient de cette région, on le surnomme même Khamûl l'oriental, donc effectivement il y a quand même quelque chose de très important, et en plus les mages bleus dans le livre, ce sont deux magiciens qui ont été envoyés par les Valar au 2e ou 3e âge, donc là aussi il y a pas mal de subtilités à saisir et on va revenir dessus plus tard, et avec les peu d'informations
informations qu'on a sur leur histoire, on sait qu'ils ont voyagé à l'Est avec Saruman et que après leur voyage, seul Saruman est revenu. Donc là aussi, est-ce que les mages bleus sont morts? Est-ce qu'ils ont créé une école de magie? C'est dit dans les livres, hein. Donc peut-être potentiellement Harun. Est-ce que les prêtresses viennent de cette école de magie et de facto elles veulent renvoyer le Seigneur du Mal là-bas en pensant que c'est Sauron parce qu'il pourrait décupler sa force magique? Ou alors est-ce que c'est totalement biaisé et qu'en fait il y a quelque chose qu'on ne connaît pas là-bas? Affaire à suivre de très près, mais c'est vrai qu'en tout cas, parler de Rhûn, c'est quelque chose qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je vais passer très vite sur la petite bagarre, les hobbits se battent comme ils peuvent, ils montent aux arbres, ils balancent des pierres, les prêtresses qui sont pourtant des créatures entre guillemets magiques n'arrivent pas totalement à s'en défaire, et à un moment elles vont quand même blesser Sadok, et j'ai trouvé la mort de ce personnage très touchante. Le fait qu'il reste avec ses congénères pour admirer le soleil et qu'il veut partir en paix, c'était très intéressant, et ça permettait de rajouter encore plus d'informations sur toute la mythologie des hobbits, et notamment les pieds velus qui sont les ancêtres des hobbits de la comté dans l'univers de Tolkien, et c'était quand même important d'avoir cette séquence assez touchante pour finaliser cette histoire. Et à côté de tout cela, les prêtresses sont battues, et lorsqu'elles sont vaincues, j'ai beaucoup apprécié parce que elles vont révéler leur véritable forme, et ce sont des spectres. Donc là aussi, est-ce que c'était des spectres des Galgal, les fameuses créatures semi-mystiques qui existent dans l'univers de Tolkien et qui vivent près des tertres, ou est-ce que c'était des serviteurs qui attendaient que le mal émerge de nouveau pour sortir de leur cachette? Je n'en ai pas la moindre idée, mais c'est vrai que cet aspect spectral, ça me permet un petit peu de faire le lien avec ce fameux monde qu'on ne voit pas. Hadar en a déjà parlé dans l'épisode 6, et on a vu ce fameux monde invisible parce que à chaque fois que Frodon ou Bilbon mettaient l'anneau, eh bien ils étaient entre les deux mondes, et c'est ça cet espace qui permet d'avoir la véritable forme des personnages, et cet aspect spectral est lié à ce monde entre les mondes, et j'ai beaucoup apprécié cela. Maintenant, reste à voir de quelle créature il s'agit vraiment. Je n'ai hélas aucune explication, et je vais essayer de trouver des informations dans les livres, peut-être qu'il y a de quoi dire, mais en tout cas c'est clair, ce sont des créatures qui ne viennent pas totalement de ce monde, et qui ont un pouvoir inimaginable, bien qu'elles aient été vaincues par plus fort qu'elles. Et c'est là toute la révélation, elles vont enfin dire que ce n'est pas le Seigneur des Ténèbres Sauron, mais qu'au contraire c'est un Istar. Un Istar, c'est un magicien qui appartient à l'ordre des Istari, c'est-à-dire l'ordre des magiciens. On n'en connaît que 5, hein. Les deux magiciens bleus, Alatar et Palando, Radagast le brun, Saruman le blanc et enfin Gandalf le gris. À voir là aussi si la série a pris des libertés en inventant un personnage, ou à l'inverse s'il s'agit d'un des 5 magiciens. Je reste quand même persuadé que c'est évidemment Gandalf parce qu'on a beaucoup d'indices qui vont dans ce sens. Déjà le fait qu'il lui ressemble un petit peu, il a aussi toute cette bonté en lui qui fait penser à ce personnage, sans parler du fait qu'il va discuter à de nombreuses reprises avec Nori et que lors de ces échanges, il va avoir certaines phrases clés qui font étonnamment penser à Gandalf. Il va parler de vivre une aventure, il va dire aussi qu'il faut se fier à son flair, il va avoir quelques réflexions sur la mort, sur la destinée, et c'est vrai que j'avais un peu cette impression d'effet miroir où Gandalf discute avec Frodon dans les mines de la Moria, mais aussi avec Pippin lorsqu'il discute à Minas Tirith. Il faudrait que je relise le livre et certains passages pour vérifier si oui ou non les phrases de l'étranger correspondent de près ou de loin à celles que Gandalf a dites. Pour moi ça ne fait aucun doute, c'est clairement Gandalf, même si effectivement ça ne colle absolument pas à la chronologie officielle parce que Gandalf est arrivé au 3e âge et pas du tout au 2e parce que je vous le rappelle nous sommes dans le 2e âge, ou bien c'est l'un des deux mages bleus, Alatar et Palando, là aussi assez surprenant puisque les deux magiciens sont quasiment tout le temps ensemble. Peut-être qu'il va rencontrer l'autre magicien sur la route, mais je garde quand même en tête que c'est potentiellement un mage bleu parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il soit allé à l'est du côté de Rhûn pourrait correspondre avec cette histoire, mais aussi et surtout une note très méconnue de Tolkien qui dit en fait que les deux mages bleus ne seraient pas arrivés au 3e âge, mais plutôt au 2e, et que de facto ils ont beaucoup voyagé en Terre du Milieu, ce qui explique aussi pourquoi on ne connaît pas toute leur histoire et peut-être pourquoi ils auraient disparu assez mystérieusement. Donc je garde quand même cette petite idée en tête, même si effectivement je reconnais, je me suis trompé comme beaucoup en pensant que c'était Sauron à la base. Non, ce n'est certainement pas ça, comme l'ont dit une très grande majorité des théories sur Reddit, et à l'inverse, effectivement, les signes ne trompent pas et on pourrait se diriger vers cette explication, même si ça entre en contradiction avec le lore et la chronologie, ou alors je me trompe encore une fois, et là ce n'est pas du tout Gandalf, mais au contraire c'est un mage bleu, ou troisième explication, c'est un mage qui est totalement inventé pour la série. Là aussi, je pense qu'ils vont essayer de garder cette espèce de flou autour du personnage pour que nous puissions élaborer des théories pour le futur, même si, comme pour Halbrand, on va le voir aussi, les signes ne trompent pas, je vais quand même mettre mon veto sur Gandalf, mais l'idée du mage bleu, je la garde quand même au coin de la tête. Et enfin, la dernière partie
partie, qui est peut-être celle qui est la plus centrale de cet épisode final et qui occupe une très grande majorité de temps d'écran, c'est toute la partie qui se déroule en Eregion chez Celebrimbor, et j'ai trouvé cela assez particulier par moment. Je vais vous expliquer pourquoi, et d'ailleurs j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux c'est tout ou rien, soit les gens adorent la fin, soit les gens détestent. Je vais quand même essayer de contrebalancer tout cela. Comme je l'avais dit dans ma précédente analyse, effectivement, une fois qu'ils sont partis du camp de Númenor, j'étais quasi sûr qu'ils allaient faire un arrêt en Eregion avant d'aller dans le Lindon, et ça n'a pas manqué, Galadriel et Halbrand ont effectivement fait une étape en Eregion dans la demeure de Celebrimbor, où les attendait bien sagement le seigneur Elrond. Outre le fait que Halbrand est blessé et qu'il va guérir encore une fois miraculeusement, on va comprendre aussi que, effectivement, s'il guérissait aussi vite, c'est que sa nature était assez particulière, mais oui, cet épisode nous montre encore une fois que ce personnage est très intéressé par la forge. L'atelier du maître forgeron Celebrimbor regorge de mystères et de détails, et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle soit semi-ouverte. Ça permet là aussi de donner un aspect très élégant à cette forge, le fait qu'il y ait beaucoup d'outillage et d'ustensiles. En plus, j'ai beaucoup apprécié aussi que Celebrimbor travaille avec des apprentis, et ça permet de montrer qu'un forgeron est rarement seul, il a toujours autour de lui plein de personnages qui vont graviter et l'accompagner, mais aussi et surtout l'aider dans ses tâches. Halbrand se montre très entreprenant, il va parler du Mithril, et lorsqu'il le prend, on voit direct que Celebrimbor a envie de lui reprendre tellement qu'il sent que ce personnage peut-être potentiellement pourrait lui voler. C'est vrai que connaissant Halbrand, on pourrait se dire que en voyant le petit morceau, il a pensé voler ce truc parce que c'est quelque chose de précieux. Et là où j'ai beaucoup apprécié, c'est que en fait, on va voir 3 joyaux différents, et là, pour moi, c'était le clin d'œil parfait. Je me suis dit, ok, il y a un blanc, un bleu et un rouge. On va pas plus loin, ce sont les 3 anneaux des elfes qui vont être forgés beaucoup plus tard, puisque les 9 anneaux des hommes, les 7 anneaux des nains, et enfin tous les anneaux mineurs dont on ignore le nombre, ne sont pas encore forgés. Je me suis dit que voilà, c'était pas mal, il y avait un petit clin d'œil. C'est un foreshadowing très intéressant sur le fait que les anneaux des elfes seront forgés beaucoup plus tard, après que Sauron ait révélé sa véritable nature et que Celebrimbor ait pris conscience qu'il se soit fait duper par le Seigneur du Mal. Là, je me suis dit, voilà, si on en reste là, et que Halbrand se barre, pourquoi pas, ça reste sympa. Maintenant, c'est vrai que la série a pris une autre voie, et là, on va voir que ça m'a pas mal dérangé. C'est d'ailleurs là que je me suis dit que je n'avais plus aucun doute sur Halbrand, même si j'étais pas trop persuadé par cette théorie très populaire là aussi, comme quoi Halbrand était Sauron. Mais lorsqu'il va dire à Celebrimbor qu'il lui fait un don, là, direct, ça m'a fait penser à Anatar, le dispensateur, ou surnommé aussi le Seigneur des dons, parce que c'est un elfe qui s'est présenté en Eregion et qui donnait des cadeaux, mais aussi et surtout une technicité pour forger des choses. Et en fait, cet Anatar, c'est Sauron en personne. Là, je n'avais plus aucun doute, même si dans les épisodes précédents, tous les signes laissaient penser qu'Halbrand était effectivement Sauron. Je ne voulais pas totalement croire à cette théorie parce que déjà de 1, elle était beaucoup trop populaire sur les réseaux sociaux. J'étais beaucoup plus convaincu par l'idée que ça deviendrait un spectre de l'anneau, ou peut-être même le futur roi de l'armée des morts. Je me suis déjà fait avoir une fois avec Jon Snow, qui était soi-disant le prince qui fut promis et qui ne l'a pas été. Je me suis dit que les signes étaient beaucoup trop gros pour être vrais avec Halbrand, et que ça ne pouvait pas être Sauron. Là aussi, je me suis encore fait avoir, mais ça m'apprendra à ne pas croire tous les signes qui ne trompent pas. On a le roi des elfes Gil-galad qui fait le voyage depuis le Lindon pour venir en Eregion, et lorsqu'on lui présente le projet, il n'est absolument pas emballé, même si j'ai trouvé que cela assez intéressant de vouloir forger une couronne pour soigner la terre du milieu. En plus, ça nous permettait de voir Aeglos, la longue lance du haut roi des elfes, qui est magnifique. J'ai beaucoup apprécié qu'elle soit forgée dans un seul et même morceau d'acier, à l'inverse de l'adaptation de Peter Jackson, qui était très élégante elle aussi, mais qui était composée d'un manche en bois et enfin une lame en fer. Là, c'est une seule et même pièce, et c'était vraiment super de voir cela, et j'espère qu'on le verra l'utiliser plus tard. Galadriel ne s'y trompe pas dans cet épisode, elle commence à avoir de sérieux doutes lorsque Celebrimbor va dire une phrase qu'elle a entendue de la bouche d'Adar lorsqu'elle l'interrogeait et que Halbrand était juste à côté d'elle. Donc là aussi, c'est vrai que le voile tombe, on sait pertinemment qui est Halbrand à ce moment-là, et elle va quand même enquêter. J'ai trouvé ça assez intéressant, notamment en demandant à l'archiviste d'aller chercher certaines informations dans sa bibliothèque concernant la lignée des hommes du Sud. Sauron a essayé de jouer sur cet aspect-là en se faisant passer pour quelqu'un qui n'était pas. J'ai pas trop compris non plus quel était son objectif. Il dit qu'il part de la Terre du Milieu parce qu'il a perdu, qu'il voulait soigner la Terre, mais il se met sur un bateau, je ne sais pas trop où il voulait aller. Est-ce qu'il espérait rentrer dans la Terre des dieux et être pardonné? Est-ce que cette image de voguer sur les flots reflétait le fait qu'il était perdu après la défaite de son maître Morgoth et qu'il ne savait absolument plus où naviguer? Est-ce qu'il comptait aller sur Númenor et pervertir le cœur des hommes? Pour l'instant, c'est vrai que c'est assez flou à ce niveau-là et j'ai pas trop compris ses motivations, même s'il les a expliquées assez clairement
clairement quand même à Galadriel dans une espèce de séquence où il tente de la séduire, c'était très important de montrer que ce personnage va choisir une identité pour essayer de disséminer son poison à travers les endroits qu'il va visiter, en particulier en instrumentalisant les ténèbres qui étaient au fond de Galadriel. C'est d'ailleurs ça le cœur même du Seigneur des Anneaux, essayer de résister à la tentation de l'anneau de pouvoir et résister à son pouvoir, parce que cet anneau exerce une attractivité sur son porteur et il faut avoir suffisamment de courage et de force en soi pour y résister. Effectivement, Galadriel a montré plusieurs fois qu'elle pouvait céder à ce pouvoir, elle ne l'a pas fait parce qu'elle voulait rester du côté lumineux, et en abandonnant son couteau un peu plus tard, elle va entre guillemets pour moi abandonner cette part de ténèbres pour pleinement embrasser son destin et ainsi rejoindre le camp lumineux alors qu'elle était assez ambiguë jusque-là. La séquence de la révélation est quand même très bien amenée, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on revienne à Valinor, puis ensuite on va au niveau du radeau où elle a rencontré Halbrand, et la scène où il y a tout ce miroir qui nous permet de voir en réalité que Sauron est là, c'était très intéressant visuellement parlant, et j'ai beaucoup apprécié cette séquence de la tentation, le fait que Galadriel parvienne à résister, qu'elle va discuter avec lui, qu'elle essaye même de le tuer à un moment, et c'était assez intéressant à ce niveau-là, et du point de vue artistique c'était très bien vu de montrer toute cette représentation du personnage, et le fait qu'il se jouait d'elle pour l'utiliser et arriver à ses fins pour revenir en Terre du Milieu et se créer tout un royaume. Et ça me permet là aussi de faire la jonction avec la fin de l'épisode où l'on peut voir Halbrand Sauron au Mordor. Le fait qu'il se déplace dans cette région n'est pas anodin et j'ai hâte de voir comment le Seigneur du Mal va se faire respecter par ses pairs. Est-ce qu'il va avoir une espèce de rivalité avec Hadar? Le fait que les orques obéissent à cet elfe sombre et non pas encore à Sauron? Ou au contraire une soumission d'Hadar une fois que Sauron sera pleinement révélé et qu'il aura montré de quoi il est capable à ses pairs? Sauron est capable de se réincarner à gauche et à droite, c'est une créature entre guillemets magique comme Gandalf ou les magiciens, donc pour moi ça ne fait pas totalement incohérent à ce niveau-là, même si effectivement j'aurais peut-être apprécié plus de subtilité dans le fait que c'était lui le personnage caché dans l'identité d'Halbrand. Maintenant les théories ont été beaucoup plus malignes que nous, je reste persuadé qu'ils vont essayer de se calquer sur ce qu'a fait Westworld, c'est-à-dire une saison 1 où effectivement la grande majorité des théories avaient été exploitées sur Reddit. La saison 2 a été beaucoup plus complexifiée et on avait du mal à percevoir tous les secrets et mystères qui entouraient toutes les théories de cette saison 2 de Westworld. Même moi, à titre personnel, j'ai même abandonné la série à ce moment-là tellement qu'elle m'a perdu. Je pense que la série Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir va aller vers beaucoup plus de complexification scénaristique dans la saison 2 pour essayer de brouiller encore plus les pistes et nous permettre de ne pas avoir totalement les réponses, même si effectivement là ça paraissait limpide tant les indices sautaient aux yeux. Et là, on arrive vraiment au cœur même du problème de cet épisode, c'est qu'il va terminer sur la forge des 3 anneaux des elfes. Après que Sauron ait révélé clairement qui il était, là je pense qu'il y a un énorme problème. Je ne vais pas remettre en question l'aspect esthétique des anneaux, j'en ai vu qui critiquaient les anneaux en disant qu'ils étaient moches. Au contraire, je les trouve même très réussis et j'ai beaucoup aimé tout l'aspect création de ces anneaux, une barre en métal, une barre en mithril ou une barre en or qui nous permettent d'être torsadés et d'avoir tout cet aspect là avec le joyau qui est incrusté dessus ou posé, donc c'était très esthétique et c'était même très joli. Mais là où il y a un énorme problème, c'est que dans le livre du Seigneur des Anneaux, et notamment je l'ai sorti même de ma bibliothèque et c'est là où il y a un problème, si je sors le livre de la bibliothèque c'est que vraiment ça va pas. Dans le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, Amazon a les droits d'adaptation des appendices du Retour du Roi, notamment tout ce qui mentionne le 2e âge, et là je prends la page où j'ai mis mon petit marque-page et on a de la chose suivante qui est marquée: vers 1500, instruits par Sauron, les forgerons elfes deviennent les maîtres en leur art, ils commencent à façonner les anneaux de pouvoir, donc autour de l'an 1500 ils commencent à façonner les anneaux de pouvoir, et là, 2e page, vers 1590, donc 90 ans plus tard, les 3 anneaux sont parachevés en Eregion. Donc là, il y a un énorme problème. Les 3 anneaux des elfes, ils sont forgés après les autres anneaux. Là, pour l'instant, on n'a pas vu les autres anneaux forgés, à moins que ça soit une scène coupée ou que Celebrimbor ait réussi à forger avec Halbrand, Sauron, les anneaux de pouvoir et les avoir cachés très vite. Je ne suis
absolument pas convaincu par cela. En fait, les anneaux des elfes, ils sont forgés à la toute fin parce que Celebrimbor se rend compte qu'il a été dupé par Anatar, qui était en réalité Sauron. Il a forgé les anneaux des hommes et les anneaux des nains, et en voyant qu'il a utilisé la malice du Seigneur du Mal et que ce dernier a mis du pouvoir entre guillemets négatif dans les anneaux pour les pervertir, et bien en réponse à cela, il va créer les anneaux des elfes, et comme Sauron n'a pas touché les anneaux des elfes, donc Vilya, Narya et Nenya, et bien ce sont des anneaux purificateurs qui ont un pouvoir bénéfique, même si certains ont des effets secondaires sur leur porteur, notamment l'anneau blanc de Galadriel qui va déclencher toute cette mélancolie en elle puisqu'il est rattaché au domaine de l'eau, et le fait qu'elle ait envie de retourner à Valinor va se déclencher à ce moment-là lorsqu'elle portera l'anneau. Là, il y a un énorme problème de cohérence à ce niveau-là avec le fait que la série des Rings of Power montre que les anneaux des elfes sont forgés avant ceux des hommes et ceux des nains. Dans le livre, Anatar se présente chez Celebrimbor, il va l'aider à forger les anneaux des hommes, les anneaux des nains, les anneaux mineurs, et après il va partir parce qu'il estime peut-être qu'il a assez d'anneaux pour pouvoir dominer les plus grandes familles et les grands clans de la Terre du Milieu. C'est d'ailleurs pour cela qu'il retourne au Mordor et qu'il va forger le maître anneau pour les gouverner tous, mais au moment où Celebrimbor se rend compte qu'Anatar était Sauron, en réponse à cela, il va forger les anneaux des elfes. Mais ça veut dire que Halbrand, il va revenir en Eregion déguisé en Anatar et qu'il va duper une nouvelle fois Celebrimbor pour forger les anneaux des hommes, des nains et les anneaux mineurs. Non, là, clairement, pour moi, c'est ça le gros point noir de cet épisode. Je pense qu'ils ont voulu essayer de suivre peut-être la création comme l'avait montré Peter Jackson dans le prologue de la communauté de l'anneau. Moi, je m'appuie juste sur la chronologie des appendices du Retour du Roi. Donc, si la chronologie officielle du Retour du Roi et des appendices nous dit que c'est d'abord les anneaux et ensuite, 90 années plus tard, les anneaux des elfes, tu dois respecter cette chronologie-là. Si tu commences par la fin, eh bien clairement tu vas créer un déséquilibre, et c'est là tout le problème de cet épisode, et c'est là où j'ai complètement décroché. Peut-être que je fais un peu bon pinailleur et que certains vont dire tu pinailles sur un détail, mais c'est vraiment ce détail qui fait que tout le château de cartes va s'effondrer pour moi. Je suis vraiment très surpris et pas forcément dans le bon sens du terme, et je suis malheureusement très inquiet pour la suite parce que effectivement, Celebrimbor il s'est fait avoir par Halbrand alors que c'était Sauron, les anneaux des elfes sont forgés, maintenant le mal est fait, je vois pas trop comment ils peuvent rattraper tout ça, à moins que Celebrimbor sorte du chapeau les anneaux qu'il a forgés en secret avec Anatar. Et bien malheureusement c'est là où le bas blesse, c'est que moi j'ai totalement décroché de l'épisode à partir de ce moment là, et je me suis dit allez, Sauron il va carrément forger l'anneau unique alors que les autres anneaux sont même pas forgés, allez, on n'est plus à ça près, donc voilà, c'est pas possible, mais ce détail pour moi ça anéantit tout. J'ai beaucoup apprécié le début de la série alors qu'à l'inverse une grande partie du public a détesté. J'ai même apprécié le fait qu'il y ait un épisode de bataille, l'épisode 7, allez, je veux bien faire des efforts, et là l'épisode 8 et le fait que les anneaux des elfes soient forgés avant tous les autres, non, là clairement je ne valide pas, et pour moi c'est un gros carton rouge à ce niveau là, une conclusion totalement demi-teinte. J'ai beaucoup apprécié certains éléments de cet épisode, mais à partir de ce moment là où tu fais l'erreur fatale, où tu ne peux pas revenir en arrière parce qu'elle est inscrite dans la série, j'ai vraiment très peur pour la suite, et j'espère qu'ils vont trouver une espèce de petite parade pour essayer de faire avaler la pilule, je ne sais pas, mais en tout cas c'est clair que cet épisode 8 m'a laissé un goût vraiment très amer dans la bouche, et j'espère que la suite et peut-être éventuellement un making of me fera prendre conscience de certaines choses et avoir plus de recul, parce que c'est vrai que cette histoire des anneaux des elfes ça m'a pas mal froissé. En tout cas une chose est sûre, dans la globalité j'ai quand même apprécié le voyage, visuellement c'était impeccable, la musique aussi, les acteurs très impliqués, l'univers est là et je m'y suis retrouvé, j'ai beaucoup apprécié voyager dans cet univers et retrouver des personnages et même découvrir des personnages. Effectivement, loin des polémiques, il y a pas mal de petits détails qui m'ont dérangé en tant que fan de l'univers. Maintenant j'ai laissé de côté certaines choses, mais il y a d'autres détails qui quand même franchement m'ont piqué au vif, et j'ai bien peur que la cicatrice mette beaucoup de temps à se résorber. Merci beaucoup à vous d'être resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce final, si vous êtes plutôt dans la branche de ceux qui ont apprécié ou plutôt dans ceux qui ont détesté, ou au contraire si vous faites partie du clan de ceux qui ont apprécié certains détails et pas du tout et qui sont plutôt au milieu. La parole est à vous en espace commentaire dans le respect de tout un chacun, et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'univers du Seigneur des Anneaux, je l'espère. Salut à vous!